je vous remercie de m'inviter donc à partager cette expérience, d'autant que 20 ans après, cette expérience qui, je vais vous le démontrer, est basée, fondée sur des preuves, est encore controversée. Et je dirais, elle est controversée. Pourquoi ? Parce que la problématique des perturbateurs endocriniens reste encore méconnue des citoyens. Deux exemples des citoyens, et ce qui est aussi grave, du monde médical. Deux exemples. La semaine dernière, je reçois un email, parce que j'en reçois de famille, mais là, c'est une question qui m'a touché. Une maman me dit, « Monsieur le professeur, pouvez-vous me confirmer ou m'informer sur les risques d'une alimentation à la cantine de ma fille, sa fille a 6 ou 7 ans, où l'on apporte les plats cuisinés, qui sont contenus dans des contenants plastiques et qui sont réchauffés au micro-ondes. Est-ce que ma fille court un risque ?» J'ai été horrifié par cette interrogation, mais elle relevait d'une certaine pertinence, vous en convenez. Que je me suis dit, il faut continuer d'informer les citoyens. Et puis, deuxième exemple, la semaine dernière, je devais répondre participer à un reportage de la télévision suisse qui est venu filmer sur un thème qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, perturbateurs endocriniens et cosmétiques chez l'enfant et chez l'ado, car je suis pédiatre, je ne m'occupe pas d'adultes, enfin, sauf des mamans, bien sûr, en consultation. Je dis je m'occupe, j'écoute. Ne partez pas déjà dans les rêves. Et donc, j'ai donné mon avis sur les risques des cosmétiques et les journalistes, il y avait la directrice et son journaliste, m'ont dit, mais on ne comprend pas. On a vu le professeur Duchemolk à Genève, Dupont à Lausanne, qui nous ont dit, mais les cosmétiques, les concentrations de produits chimiques sont telles qu'on ne court aucun risque. Les concentrations de parabènes, d'éthoxyéthanol, de produits hautement dangereux sont tellement basses que finalement, ne vous inquiétez pas, à la limite, votre reportage n'a pas de bien fondé scientifique. Vous le voyez, de la part de médecins, de professeurs de dermatologie suisses. Je suis convaincu qu'ils auraient interrogé des Français c'eût été la même réponse. Voilà la réalité du problème. Alors, ceci m'a un peu excédé et j'ai décidé aujourd'hui de modifier ma présentation. Et pour vous mettre d'emblée, dans le vif du sujet, j'ai souhaité, et vous me direz si ça vous intéresse, sinon je passerai, j'ai souhaité introduire mon topo par un état des lieux. Au fond, que s'est-il passé ces 2 derniers mois? Ces 2 derniers mois. Je n'ai pas pris l'année. Quels sont les... Je fais une analyse des données de la littérature tous les jours. Quand je dis littérature, c'est française et internationale, vous l'avez compris. Et je vais vous livrer les infos, et vous me direz à la fin de cette revue de presse, comment, si vous partagez mon inquiétude, et si vous soutenez le combat contre les perturbateurs endocriniens que je mène depuis 20 ans. Cet état des lieux, je dirais cette revue des 2 derniers mois de la littérature, 2 derniers mois, va s'orienter dans 4 ou 5 directions. Que savons-nous depuis 2 mois des conséquences, depuis 2 mois, hein, quels sont les grands scoops depuis 2 mois sur les conséquences cliniques des perturbateurs endocriniens? Que savons-nous sur l'omniprésence des perturbateurs endocriniens? Est-ce que la famille des perturbateurs est stable ou au contraire est-ce qu'elle s'agrandit? Vous avez déjà la réponse.
Est-ce que la pollution par les perturbateurs endocriniens impacte notre biodiversité? Parce qu'après tout, nous sommes des hommes et nous ne vivons pas dans une bulle, nous vivons dans un monde végétal et animal qui est important, vous en conviendrez. Et quelle est la politique européenne? Malheureusement pour la politique européenne, j'ai fait ces dias dimanche, vous avez la réponse, mais on en dira un mot quand même, si vous le voulez bien. C'est récent, une étude qui a été réalisée par Génération Future et 60 millions de consommateurs, qui confirme que de très nombreux perturbateurs endocriniens, on le savait, mais là ça a été réalisé de façon anonyme avec 4 témoins, que du phtalate, des phtalates, du bisphénol, des pesticides, des métaux lourds, comme le plomb et le mercure, sont retrouvés dans des cheveux. Et ce qui est problématique, c'est que tous les enfants présentaient des concentrations anormales de ces perturbateurs endocriniens. Ça, c'est nouveau. À un moment donné, c'était 30%, 40%. Là, tous. Donc nous sommes tous contaminés par des perturbateurs endocriniens. Deuxième message, eh bien, 20 novembre, hein, vous voyez que c'est pas très vieux, on savait que les perturbateurs endocriniens, je vais y revenir, mais là c'est une revue de données récentes, les perturbateurs endocriniens étaient responsables chez l'enfant de troubles du comportement et plus précisément de troubles autistiques-like. Eh bien là, on dispose de données indiscutables qui relient l'autisme, pas en 100% des cas, mais un pourcentage d'autisme, à une contamination par le bisphénol A. Cette information à elle seule devrait vous mobiliser. Car pour ceux qui connaissent l'autisme, c'est une catastrophe clinique et il faut respecter les parents et le courage des parents et de l'équipe soignante. Tout récemment, un débat à France Info sur l'existence du triclosan, qui est un perturbateur endocrinien, antibactérien. Eh bien, on en retrouve extrêmement dangereux. On en retrouve dans les cosmétiques, ça on le savait déjà, mais maintenant dans les dentifrices, dans les textiles. Vous verrez que les textiles sont des vecteurs importants de perturbateurs endocriniens. On a rapporté, l'équipe de Skegbeck a rapporté il y a 20 ans, et ceci a été confirmé par de très nombreuses équipes, que les perturbateurs endocriniens absorbés, inhalés ou transmis par voie transcutanée altéraient la production de sperme. Je vais vous démontrer pourquoi tout à l'heure. Et bien maintenant, une étude internationale de grande tenue montre que la pollution de l'air détériore la spermatogénèse. Vous imaginez, entre ce qu'il boit, ce qu'il mange, ce qu'il inhale, et maintenant la qualité de l'air, ben ceci a été clairement démontré, mais encore discuté. Mais il n'en reste pas moins que la pollution de l'air contribue. Une situation clinique qui préoccupe beaucoup les jeunes femmes ou les femmes d'un âge moyen, le cancer du sein. Savez-vous quelle est la prévalence du cancer du sein chez la femme de cette assemblée à 50 ans? 1 sur 7. 1 sur 7. Quand j'étais étudiant en médecine, c'était 1 sur 15. Donc en 30 ans, ça a doublé. La prévalence a doublé. Eh bien, des données de plus en plus sérieuses accréditent le rôle, mais pas exclusif, mais le rôle des perturbateurs endocriniens et de la pollution environnementale dans le développement du cancer du sein de la femme. Ceci est un message assez préoccupant, vous en conviendrez. Vous avez entendu parler des changements climatiques
qui affectent, bien sûr, l'état, d'une part, du climat par essence, mais aussi des cours d'eau. Eh bien, on sait maintenant que les changements climatiques impactent la santé humaine. Donc, les changements du climat auxquels nous assistons sont des acteurs de la détérioration de la santé en général. Nous aimons tous la charcuterie, plus ou moins. Eh bien, une étude, là aussi, d'une ONG montre comment et pourquoi la charcuterie nous intoxique à travers un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Deuxième message. Premier message, l'expression clinique se resserre, elle s'agrandit. Deuxième message, les perturbateurs endocriniens sont ubiquitaires. On en retrouve partout. Et ce qui est grave, c'est que la liste s'élargit. Vous avez ici, un travail récent publié par les instances gouvernementales qui montre que de très nombreux produits alimentaires, nous sommes censés cibler sur l'alimentation, contiennent des nanoparticules. Ces nanoparticules sont des perturbateurs endocriniens, ceci a été clairement établi. Le prototype, c'est le dioxyde de titane, que j'ai découvert ce matin dans mon dentifrice, alors que c'est un dentifrice acheté en pharmacie. Donc vous voyez que ce n'est pas une garantie. Et qu'on trouve dans tous les aliments, dans les petits pots de bébé, etc., etc. Donc les nanoparticules, identifiées comme perturbateurs, on en retrouve partout. Quelle décision gouvernementale? Quand j'évoquais tout à l'heure le caractère ubiquitaire des perturbateurs endocriniens, on a l'impression, même si le débat est focalisé sur la nutrition, nous ne sommes pas que des êtres humains qui se nourrissent, Nous sommes aussi des individus dans un environnement. Eh bien, il y a eu, il y a quelque temps en Italie, des épidémies de cancer chez les joueurs de foot. Et les grandes équipes. Personne n'a trouvé de lien. Eh bien, on sait maintenant, vous voyez, ça date de novembre, hein, que les terrains de foot sont recouverts de produits chimiques, d'accord, qui sont considérés, qui contiennent entre autres des cancérigènes. Alors vous me direz, on ne joue pas tous au foot, mais c'est pour vous montrer la diffusion ubiquitaire et dans tous les domaines de l'activité de ces perturbateurs endocriniens. Vous avez tous entendu parler du scandale des écoles de la région du Médoc, où on avait des agrégats de cancer chez ces enfants, dont l'école était située à la limite de vignobles. Eh bien, actuellement, une étude a été lancée par une ONG qui montre que près de la moitié des écoles sont situées dans des zones polluées par les perturbateurs endocriniens, écoles primaires ou secondaires. Donc, c'est-à-dire qu'on engage tout l'avenir de nos enfants. En France, il y a une espèce de mammifère sur 3 qui est en train de disparaître. Une espèce de mammifère sur 3. Et vous voulez une information supplémentaire? Eh bien, 80% des insectes ont disparu d'Europe. Est-ce que vous le mesurez? 80% des insectes. Vous pensez que l'homme va survivre encore longtemps dans cet environnement et dans ce niveau de pollution? Et c'est pas moi, hein, ce sont des articles, des publications de très haut niveau. Donc, ce recours aux pesticides à travers la chaîne alimentaire, d'accord, pollue non seulement l'homme, mais il pollue aussi les mammifères, il atteint aussi les insectes. Donc nous sommes dans une situation
de véritable scandale environnemental. L'hécatombe invisible, vous avez, je pense, lu ou constaté qu'il n'y avait plus d'abeilles. 80% des abeilles ont disparu, et une étude publiée le mois dernier montre que dans le monde entier, il reste 15% de miel non pollué par les néonicotinoïdes. Donc même si dans la région vous produisez du miel, je suis au regret de vous dire qu'il y a de 85% de chances ou de risques pour qu'il soit pollué. Et enfin, une information qui m'a glacé. Vous connaissez tous les fonds marins. Vous connaissez les grandes profondeurs marines qui culminent à 10 000 ou 11 000 kilomètres. Les fosses marines. 11 000 kilomètres. On a identifié dans les fosses marines l'endroit le plus profond de la Terre, des crustacés, et chez ces crustacés, on a identifié des pesticides. Les coraux sont en train de mourir parce qu'ils sont très friands du plastique. Ils absorbent le plastique parce qu'il aurait un goût sucré. Il y a eu un très beau papier qui est sorti récemment. Les coraux vont absorber le plastique et vont mourir. Donc notre écosystème est en danger et j'ai envie de dire il faut vite réagir. Et voilà les décisions politiques, alors que ça fait 20 ans qu'on pointe les conséquences des perturbateurs endocriniens. Voilà ce que l'ANSES, je suis désolé Madame Gerbert, puisque vous appartenez à cette structure cette agence de sécurité, il faut limiter l'exposition aux produits chimiques. Comme c'est efficace, limiter l'exposition. Et quant aux décisions politiques, eh bien, juste un message. Je vais vous démontrer dans quelques minutes que la période de vulnérabilité la plus grande dans la vie aux perturbateurs endocriniens, c'est... Quelle est la période la plus vulnérable? C'est la vie fœtale. C'est la vie fœtale et la période néonatale, vous le comprenez. Eh bien, accrochez-vous. Monsieur Trump, ça vous dit quelque chose? Le président Trump a nommé comme directeur de l'EPA, l'Agence américaine de protection de l'environnement, un grand scientifique qui déclare que les enfants sont les moins sensibles aux perturbateurs endocriniens. Alors que toutes les données de la littérature montrent que les fenêtres de sensibilité et de vulnérabilité se situent pendant la vie fœtale, je vais vous le démontrer, pendant la période néonatale et à la puberté. Voilà. Eh bien, le directeur de l'agence américaine nous dit, pas de problème, les enfants, est-ce que vous lisez, sont moins sensibles aux perturbateurs endocriniens que les adultes, ce qui est un mensonge historique, ce qui vous montre le combat et la qualité et la durée du combat que nous aurons à conduire. Ceci date bien sûr Enfin, eh bien, notre combat est d'autant plus difficile que l'on se bat d'un côté pour la suppression du glyphosate et de l'autre, on met sur le marché des produits sans aucune expertise scientifique valable. Enfin, et le dernier, puisque j'ai préparé mes dimanche, je n'avais pas les résultats du vote, mais vous savez qu'on autorise l'utilisation et la vente de glyphosate pendant 5 ans, et j'ai dit à une journaliste qui m'a interviewé hier ou avant-hier, au fond, calculez bien, il y a 1 million de naissances par an en France. Je parle de la France, hein. Moi, je suis français, c'est ce qui me préoccupe le plus. 1 million d'enfants qui naissent. Pendant 5 ans, ça fait 5 millions d'enfants que nous allons contaminer. Merci les Allemands. Car c'est grâce à eux que la balance
est allé dans le sens de la libéralisation pendant 5 ans. Nous allons contaminer 5 millions. Nous nous battons pour, dans un domaine et de l'autre, tous les nouveau-nés vont être contaminés car tous les composés contiennent du glyphosate et on va en parler. L'option politique, l'alimentation bio, moi je la défends. Et je la défends dès la vie scolaire, dès la cantine. Et je crois que c'est une option car, contrairement à certaines affirmations, le bio, utilisé à grande échelle, n'a pas un prix de revient supérieur à l'alimentation normale. Et dernière préoccupation, vous savez, ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai fait que rédiger un rapport sur les risques des phtalates émis par l'incinération de ces produits. Et j'attendais... Ah non, je l'ai. Puisque j'ai appris la semaine dernière que le préfet allait autoriser la mise en route avec les risques sanitaires. J'espère qu'il a lu le rapport que j'avais rédigé sur les conséquences des phtalates sur la santé de l'enfant. Apparemment, je n'ai pas été d'une grande efficacité, je m'en excuse. Moi, j'ai fait mon rapport d'expert en santé et j'ai pointé tous les risques cancérigènes, reprotoxiques des phtalates. Je ne peux pas faire plus. Bon. Venons-en au vif du sujet, si vous le voulez bien. Mais j'ai souhaité, non pas pour vous affoler, mais pour vous donner en toute objectivité l'état des lieux aujourd'hui. Faire cette revue de presse des 2 derniers mois, hein, c'est pas de l'année. Alors, vous savez que notre environnement, eh bien, c'est quoi? C'est d'abord l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les nutriments que nous absorbons, et puis notre environnement, c'est aussi notre habitat, c'est aussi notre profession, et ce sont nos activités. Eh bien, théoriquement, tous ces paramètres sont initialement programmés pour permettre l'épanouissement de l'homme et le bien-être dans tous ces domaines. En fait, depuis quelques années, eh bien, on sait que les perturbateurs endocriniens sont susceptibles d'altérer notre environnement et nous faire courir des risques à moyen terme, mais aussi, et je vous le dirai tout à l'heure, et c'est là tout mon combat, car depuis une dizaine d'années, nous avons découvert, mais d'autres l'avaient évoqué, hein, que les perturbateurs endocriniens étaient capables d'entraîner des modifications, certes, lorsqu'ils touchaient la femme enceinte chez les nouveau-nés, mais qu'ils étaient aussi capables d'impacter, quoi? Les générations futures. Nous sommes en train, mais attendez, mais ça, vous mesurez la gravité du message? Nous sommes en train d'obérer l'avenir, non seulement de nos enfants, en restant inactifs, mais celui de nos petits-enfants. Et je vous dirai comment on en est arrivé, parce qu'on avait des données expérimentales qui montraient cet effet transgénérationnel, et comment nous avons été parmi les premiers au monde à montrer l'effet transgénérationnel. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Ce concept de perturbateur endocrinien, c'est quoi? Vous allez me dire, mais de quoi parlez-vous? Comment le concept de perturbateur endocrinien, qui est un concept récent, a-t-il émergé? Comment? Eh bien, en fait, nous les médecins, nous sommes un peu mégalos. Et nous n'écoutons pas suffisamment les travaux des scientifiques et les travaux des biologistes. Mais je le pense, hein. Les médecins se sentent un peu mégalos, supérieurs, et ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne lisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les années 65-70, donc ça fait presque 50 ans, une spécialiste de zoologie avait écrit un livre, The Silent Spring, le printemps silencieux. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle observait que dans son jardin, on n'entendait plus les oiseaux chanter. Et en fait, les oiseaux chantent, souvent, le chant d'oiseau, c'est un appel, un peu comme dans les comédies italiennes ou les opéras italiens, on chante pour draguer l'oiseau de l'autre sexe. Non, mais c'est sérieux.
C'est sérieux, ils chantent pour appeler la femelle. C'est bien ça, Marie-Odile? Non, c'est pas ça? Vous êtes une spécialiste. Bon, eh bien, elle a observé. Et en fait, c'était ces oiseaux qui se dévirilisaient. Les oiseaux, en absorbant, en mangeant des pesticides, ils perdaient leur virilité, donc ils ne chantaient plus. Et deuxièmement, Theo Colburn a écrit un bouquin qui s'appelle The Vanishing Man, l'homme en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'elle avait observé que de très nombreux mammifères avaient leur spermatogénèse qui diminuait progressivement. Il y a 50 ans, et on n'a jamais lu, écouté ou lu les travaux des spécialistes de la faune. En fait, on a eu d'autres signaux qui ont été peut-être mieux ressentis. Un exemple, parce qu'il y en a plusieurs, un exemple, en Floride, il y a un lac, qui est le lac Apopka, dans lequel grouillent des crocodiles, et ce lac, il reçoit toutes les eaux de pluie des orangeraies de Floride. Qui dit orangerie dit pesticides, et on s'est rendu compte que ces alligators, eh bien, ils ne se reproduisaient plus. Et ils avaient un micro-pénis. Vous voyez, c'est pas drôle, hein, quand je dis ça, c'est pour dérider un peu l'atmosphère, mais ils avaient des micro-pénis. Et des spécialistes ont dit, on va doser les pesticides dans leur tissu adipeux. Vous me suivez? Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des taux de pesticides qui étaient 10 fois supérieurs à ceux des alligators en zoo. Et ils ont dit, ben attendez, les pesticides, ce sont des anti-androgènes, ils entraînent des micro-pénis, et ils rendent les alligators stériles, micro-pénis, stériles, etc. Donc, il y a peut-être un lien avec les pesticides, d'autant que les concentrations. Voilà une des idées qui a servi au concept de perturbateur endocrinien. Et ce qui est grave, c'est que ce qui a été décrit chez les alligators a été confirmé dans toutes les espèces. Et j'ai eu récemment une de mes connaissances. Est-ce que vous avez entendu parler de Ségolène Royal? Ségolène Royal, non, c'est sérieux, est la responsable d'un projet en Antarctique. D'accord? Et la scientifique qui étudie les manchots est une de mes connaissances, je ne peux pas dire amie. Et je l'ai interrogée. Et savez-vous ce qu'elle a observé chez les manchots de l'Arctique? Des micro-pénis. En Arctique. Ça vous laisse indifférent? Donc, tous les représentants de la faune présentent des signes de dévirilisation en relation avec la pollution et notamment les pesticides, mais d'autres, hein, y compris jusqu'à l'ours blanc qui présente, et ça enfin, une équipe l'a rapporté il y a 10 ans. Donc, toutes les espèces de la faune présentent des signes de dévirilisation en relation avec des pesticides. Deuxième donnée, les études expérimentales. Alors chez l'animal, depuis 20 ans, on a accumulé une multitude de données. Troisième exemple, les études épidémiologiques, je vais vous en montrer. Et quatrième, c'est un des exemples qui a servi de base à la compréhension des perturbateurs endocriniens, le modèle des enfants d'Istilben. On sait que les enfants, et notamment les garçons, dont la maman a pris du Distilben pendant la grossesse, entre parenthèses, pour maintenir la grossesse. Donc, je ne sais pas si vous mesurez, pour maintenir la grossesse, eh bien, on a entraîné chez ces enfants, d'une part, des malformations génitales, des micropénis, des cryptorchidies, des hypospadias. Mais le deuxième message, qui est un message essentiel à comprendre, eh bien, en prescrivant ce perturbateur endocrinien pendant la vie fœtale, on a observé que les filles présentées à la puberté, c'est-à-dire combien de temps après? Entre la grossesse et la puberté, 15 ans après, elles présentaient quoi? Un cancer du vagin. Un adénocarcinome du vagin. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez? C'est que toute agression fœtale peut retentir immédiatement chez le nouveau-né, peut retentir pendant l'enfance,
mais peut retentir aussi 15 ans d'intervalle. Alors c'est un concept nouveau en médecine, c'est ce que nous appelons l'origine fœtale d'une pathologie adulte. Et si vous m'interrogez sur ma vision de la pathologie adulte, je vous dirais que plus de 80% de la pathologie adulte trouve son origine dans la vie fœtale. Est-ce que vous mesurez combien et quelle quand je dis responsabilité, c'est pas péjoratif, hein, quelle responsabilité est accordée à la femme enceinte? Et quelle responsabilité nous devons, nous, médecins, quelles que soient nos spécialités, protéger le fœtus? Puisqu'en 2002 déjà, Midi Libre avait titré, après une de nos premières études chez les enfants d'agriculteurs, « Protéger les fœtus », en 2002, il y a 15 ans. Quelles sont les mesures qui ont été prises 15 ans après? Zéro. Mais bon, il faut que vous soyez informés. Ce type de réunion est très important pour partager la connaissance, pour vous informer, car après l'information, je crois qu'il faudra passer à la deuxième étape qui est l'action. Exactement, madame. L'information n'est pas gratuite. Hein. Moi, je vous la livre par intérêt. C'est qu'après, vous soyez le relais pour agir en tant que citoyen responsable. Donc, cette association de 4 phénomènes a généré le concept de perturbateur endocrinien. Vous le comprenez? Et c'est d'autant plus important qu'au-delà du concept de perturbateur endocrinien, il y a eu 2 messages clés, mais fondamentaux. Le premier, c'est l'origine fœtale d'une pathologie adulte. Est-ce que vous savez, pour que vous touchiez, il y a eu un éditorial de Nature, c'est quand même pas Palavas-les-Flots, hein, journal de Palace, Nature qui titre, en anglais, enfin bon, je vais vous le dire en français, est-ce que le cancer du sein commence dans l'utérus? Vous comprenez? Vous voyez le message? The cancer start in the womb. Est-ce que le cancer commence dans l'utérus? C'était un éditorial d'une très grande revue. Donc ça souligne l'importance de protéger la femme enceinte et de protéger ce fœtus, car c'est à travers lui qu'on va générer toute une pathologie qui s'exprimera soit immédiatement, soit pendant l'enfance et a fortiori à l'âge adulte. Alors cette menace invisible, et pourquoi les citoyens sont peu sensibles à la pollution environnementale? Pourquoi les médecins sont réfractaires? Parce que la pathologie immédiate est invisible. On voit certains signes d'appel de pathologie endocrinienne, mais la majorité de la symptomatologie reste. Et donc cette épidémie, elle est insidieuse. On ne la touche pas, on ne la voit pas. Mais en fait, elle est, vous l'avez compris, le message généralisé. Voilà pourquoi j'insisterai après sur les mesures à prendre dans l'immédiat. Alors, de quoi parlons-nous? C'est quoi un perturbateur endocrinien d'abord? Premièrement, perturbateurs sont représentés par les pesticides. Si vous me demandez environ, hein, parce qu'il n'y a pas d'études, mais moi je dirais les pesticides représentent 30 à 40% de la pollution environnementale. Pourquoi? Parce que la France est le premier pays producteur et utilisateur de pesticides eu égard à sa surface agraire. 70 000 tonnes de pesticides sont utilisées chaque année. 70 000 tonnes. Vous faites le calcul depuis les années 80. Certains, je lisais récemment, on évalue à plusieurs milliards de tonnes le nombre de pesticides répandus en Europe. Hein, en Europe. Milliards de tonnes. Donc les pesticides. Deuxièmement, les plastiques. Vous savez que les plastiques, il y en a 2, le bisphénol A et les phtalates. Ils sont partout. Je vous les détaillerai tout à l'heure. Les dioxines, vous savez que c'est à la fois un produit de combustion, ça vous connaissez ici dans la région, et vous allez apprendre à le connaître. Et c'est aussi un perturbateur endocrinien parce que c'est un pesticide. Et les dioxines, pour ceux qui l'ignoreraient,
On a aussi un très beau modèle des dioxines. Et je vais vous surprendre, parce que c'est très peu connu. Est-ce que vous vous souvenez que dans les années 70, les Américains ont réalisé des épandages d'agents orange au Vietnam? Ça vous dit quelque chose? Des millions de tonnes de dioxines. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils voulaient défolier les arbres pour voir les Vietnamiens au-dessous. On est d'accord, c'était des Viet Cong, mais bon. Pour leur interdire de se cacher sous les arbres et pour stériliser également les cultures. Eh bien, on a les modèles, on a les enfants dioxines. D'accord? On voit quelles sont les conséquences. Et là, pour les dioxines, on dispose également de données qui montrent que la dioxine a un effet transgénérationnel. Pour ceux qui auraient des doutes. Vous le savez, Mario dit, la dioxine aussi. Hein? Ça, on a des données. Vous le savez, oui, bon. J'ai travaillé dessus. Ah, pardon, excusez-moi. À l'échelle intracellulaire. Ah, tandis que là, moi, je vous parle d'homme, c'est au-dessus. Ça bloque la photosynthèse. C'est ça. Ah, mais moi, c'est chez l'homme. Hein. On a des données, on va en parler. Enfin. Donc, pour vous dire que la dioxine, pour ceux qui auront le privilège d'en absorber, eh bien, risque... Non, mais c'est un peu d'humour pour souffler. Eh bien, auront non seulement des conséquences chez leurs enfants, ça c'est sûr, hein, c'est pas une théorie, mais chez leurs petits-enfants. Donc, bon courage. Les médicaments, c'est un gros problème. Et les médicaments, je parle comme perturbateurs endocriniens, les médicaments contenus dans l'eau. Et quels médicaments sont dangereux comme perturbateurs endocriniens? Quel type de médicaments? La pilule, bien entendu. Bien entendu. La pilule, qui est fondée sur des estrogènes non biodégradables, se retrouve dans les urines et les stations d'épuration ne peuvent pas absorber par leur charbon tous les estrogènes et donc la pilule, qu'elle soit donnée à contraceptif ou comme traitement hormonal substitutif, impose une surveillance particulière. Alors, ne me faites pas dire que je suis contre la pilule, hein. J'ai jamais dit ça. J'en ai bénéficié toute ma vie, je ne vais pas maintenant cracher dans... Parce que sans la pilule, autrefois, c'était quand même assez problématique. Pour les jeunes qui ont connu cette période juste avant la pilule, notre vie n'était pas... enfin, notre vie et celle de nos compagnes n'était pas facile quand il n'y avait pas la pilule. Donc ça nous a quand même permis d'avoir accès à un certain nombre de bonheurs. Les métaux lourds, vous avez vu tout à l'heure, on retrouve de très nombreux métaux lourds dans les aliments et dans l'eau. Le plomb, le zinc, le cuivre, le manganèse, etc. Le mercure. Les OGM qui sont producteurs de pesticides, et les nanoparticules que j'évoquais tout à l'heure, qui constituent un véritable problème, là aussi, à venir. Alors, c'est quoi un perturbateur endocrinien? C'est quoi? Quelle est la définition? Eh bien, c'est un produit chimique qui est capable d'altérer la synthèse, la libération, le transport ou l'action d'une hormone. Alors, au début, il y a 20 ans, les perturbateurs endocriniens ont été particulièrement étudiés parce qu'ils perturbaient l'équilibre hormone mâle, hormone femelle. Vous voyez? Il y a 20 ans, c'était l'objet de nos études. On disait, attention, perturbateurs endocriniens vont entraîner une hyperestrogénie chez la fille, vous me suivez? Augmentant les taux d'estrogène chez la fille et bloquer l'action des hormones mâles chez le garçon. C'était logique. On a vécu au début sur ce concept balance hormone mâle, hormone femelle. Eh bien, le message fondamental que je vous demande de retenir, c'est que ce message était faux. Et qu'au-delà, il était incomplet. Et qu'au-delà de la balance androgène-estrogène, les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer l'action des hormones thyroïdiennes. Je vais vous le démontrer. L'action des hormones de certains récepteurs impliqués dans le métabolisme
et y compris dans la production d'insuline. Ce sont des perturbateurs endocriniens sont des produits diabétogènes et obésogènes, ce qu'on ne savait pas autrefois. Et je vais vous le démontrer. Donc, hormones thyroïdiennes, hormones du métabolisme, hormones du diabète, hormones de la croissance, hormones mâles, hormones femelles. Est-ce que vous mesurez? Et on découvre au fur et à mesure des actions qui s'élargissent avec le temps. Donc ce sont des hormones qui perturbent notre équilibre endocrinien et nous allons voir plus directement les conséquences. L'un des problèmes essentiels, c'est que on a vécu depuis un siècle sur une toxicologie qui était une toxicologie conventionnelle, qui avait été décrite par Paracels, selon laquelle la dose crée le poison. Très bien. Mais en matière de perturbateurs endocriniens, c'est complètement faux, puisque des doses très faibles sont capables d'avoir un impact plus élevé que des doses supérieures. Vous comprenez ce message? Deuxième message, qui est important, c'est qu'il existe pour les perturbateurs endocriniens, on le savait déjà, ce que nous appelons un effet cocktail, c'est-à-dire un perturbateur plus un perturbateur n'égale pas effet 2, mais effet 20. Et on sait maintenant le mécanisme moléculaire, puisqu'il a été décrit à Montpellier par des amis. Eh bien, quand le perturbateur endocrinien se lie au récepteur, vous savez qu'une hormone se lie à un récepteur, normalement le récepteur se ferme. Bon, quand je parle aux étudiants, j'ai l'habitude, je ne voudrais pas quand même que vous me preniez, mais c'est un peu comme une relation. Normalement, quand une femme est amoureuse, elle reconnaît son hormone, et puis elle est fermée à toute sollicitation extérieure, en théorie. C'est comme ça que ça se passe, non? Eh bien, pour les perturbateurs endocriniens, le récepteur reconnaît, et au lieu de se fermer aux autres sollicitations, il s'ouvre. Et donc, il va reconnaître d'autres perturbateurs endocriniens. Est-ce que l'explication est claire? C'est grave. Cet effet cocktail, ça a été publié dans Nature. Hein? Voilà. Donc, c'est pas, ici, nous parlons de données scientifiques fondées sur des preuves. Donc, l'effet cocktail, là aussi, pose un gros problème dans l'évaluation des effets, puisque 1 plus 1 égale 10, ou 1 plus 1 égale 20. Donc, pourquoi la toxicologie n'est pas apte à nous protéger? Est-ce que vous le comprenez maintenant? Premièrement, il y a l'effet dose qui n'est pas valable et sur lequel reposent toutes les expertises des firmes chimiques, car eux ne connaissent que la notion de seuil, en disant mais attendez, les parabens, en deçà de 0,1, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Ils ont raison. Mais 0,1 parabens, plus 0,1 parabens, plus 0,1 parabens, plus 0,1, etc. Donc, la dose ne fait pas le poison, mais l'association peut faire le poison. Donc, est-ce que la toxicologie est apte à nous protéger? Non. Parce que l'effet, la dose, ne crée pas le poison. Deuxièmement, l'effet cocktail. Et troisièmement, on sait maintenant, et ça il faut le retenir, parce qu'on le sait aussi grâce au distilbène et grâce à la dioxine, eh bien que ces produits chimiques, sont capables de modifier l'expression de gènes. Vous savez, vous comprenez? Donc, des gènes qui vont être stimulés ou des gènes qui vont être inhibés. Vous imaginez? C'est tout notre génome qui va être modifié par les perturbateurs endocriniens. Et on le sait, quand vous prenez du distilbène, vous modifiez l'expression d'une vingtaine de gènes, une dizaine est stimulée et une dizaine est freinée. Et le bisphénol, ça a été fait il y a quelque temps, exactement le même profil, on stimule des gènes et on en freine d'autres. Est-ce que vous mesurez ce message? On bouleverse
notre génétique par les perturbateurs endocriniens, ce que les laboratoires ne mesurent pas. Quand ils font des études à court terme, ils font des études à une seule dose, et ils font des études sur des modèles cellulaires habituellement qui tolèrent bien le produit chimique. Et puis, dernier élément, ce qu'on sait maintenant, un certain nombre de ces perturbateurs endocriniens sont des facteurs cancérigènes. D'accord? À travers, ils sont mutagènes, donc ils vont modifier l'expression des gènes, mais ils sont aussi cancérigènes. Or, le cancer, vous ne le voyez pas à 3 mois. Il faut faire des études sur 6, 12, je parle des études animales, hein, 6 mois, 12 mois, etc. Donc, voilà pourquoi la toxicologie actuelle ne protège pas les citoyens. Vous avez compris? Voilà pourquoi je regrette que monsieur... Non, c'est madame. Madame la préfète. Hein, c'est madame. C'est madame ou monsieur? Monsieur? Bon, écoutez, maintenant on ne donne plus de sexe, alors je vais dire madame, monsieur. Voilà pourquoi méconnaître ce principe essentiel entraîne des décisions complètement arbitraires. Les phtalates modifient l'équilibre, bien sûr, mais ils ont aussi un effet cancérigène. Ils ont un effet métabolique à long terme. Donc, et troisième facteur, vous l'avez compris, les laboratoires testent un produit chimique, vous le savez, et notre environnement contient combien? 100 000. 100 000. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous délétères. On évalue à entre 15 et 50 000 le nombre de produits dangereux. Mais on est entouré de 100 000. Qu'est-ce qui prouve que ce produit plus un autre ne va pas décupler l'effet nocif sur la cellule? Et ça n'a pas été pris en compte dans l'évaluation. Et encore une fois, ce n'est pas une opinion personnelle, hein, que ce soit très clair. C'est l'avis de tous les experts en santé environnementale et toutes les publications internationales qui sont rapportées. Donc, quand vous parlez ou quand vous discutez, voilà, donc c'est tous les effets qui ne sont pas évalués. Par exemple, pour les pesticides, eh bien, on n'évalue pas la bioaccumulation. Vous savez qu'un pesticide que vous absorbez dans un fruit va se stocker dans le tissu adipeux et il peut perdurer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le DTT, c'est 20 ans, donc. Hein, vous comprenez? Et ça, personne ne le mesure. Les effets combinés, je les ai évoqués, l'effet cocktail. La toxicité de report, oui. Par exemple, si c'est un animal, vous allez manger la viande, ou si c'est l'herbe, l'animal mange l'herbe qui a mangé. Vous connaissez cette histoire, hein, qui a mangé le... Bon. Les faibles doses, j'en ai dit, à long terme, et l'effet transgénérationnel qui n'est pas évalué. Voilà 6 effets des perturbateurs endocriniens qui ne sont pas testés par l'industrie des produits chimiques. Et voilà pourquoi nous sommes trompés. Nous sommes trompés. Regardez cet exemple. J'ai pas... un exemple compliqué, mais ça intéresse plus les endocrinologues. Eh bien, vous voyez les phtalates dont on a parlé, ils agissent, bon, là on l'a pas représenté, sur le récepteur des androgènes. Ils agissent sur le récepteur des estrogènes. Ils agissent sur le récepteur des glucocorticoïdes. Et ils agissent sur le récepteur d'un facteur impliqué qu'on appelle PIPAR gamma, dans la régulation du tissu adipeux et de l'équilibre glycémique. Vous voyez le message? C'est qu'ils agissent partout. Et donc, pour les tester et pour l'évaluer, c'est une véritable gageure. L'un des messages importants, c'est que maintenant, on ne considère plus la contamination à un moment donné, mais on parle d'exposome. Exposome, ça veut dire au fond, quelles sont la masse de produits à laquelle a été exposé cet individu depuis sa vie fœtale. Vous le voyez? Voilà. Et donc, on va rechercher dans son interrogatoire, dans les marqueurs, dans l'urine, dans le sang, dans les cheveux, des marqueurs pour étudier, au fond, toute la contamination depuis la vie fœtale. Alors, je vous ai dit l'état actuel des choses, hein.
5 millions de morts par pollution, l'impact en Europe, 157 milliards par an, vous le mesurez, en Europe, c'est-à-dire environ 10 milliards pour la France. 100 000 substances chimiques, et puis alors, la cerise sur le gâteau, vous vous souvenez du Grenelle de l'environnement? On avait décidé, et c'était acté, qu'on réduirait de 50% la production de pesticides. Eh bien, l'an dernier, la production de pesticides a augmenté de entre 9 et 11%. Vous voyez le combat qu'il nous reste à faire? On trouve ces perturbateurs endocriniens dans notre salle de bain, on en trouve dans notre bureau, vous voyez le revêtement, les meubles, etc. On en trouve dans le salon, on en trouve dans notre cuisine, alors là c'est dramatique, on en trouve dans notre cour et on en trouve dans notre voiture. Donc le problème, et c'est là l'un des messages de mon intervention, ce qui nous préoccupe, nous pédiatres, c'est qu'en contaminant le fœtus, vous le voyez, eh bien, on altère, le développement de l'enfant. Vous voyez la figure? C'est pas moi, c'est l'OMS qui donne cette image, hein. Donc c'est pas une vue personnelle. On altère le développement de l'enfant, on altère demain la puberté, c'est quand même important, on altère la vie reproductive, on altère la vie, et puis après, bien sûr, la fin de vie. Vous savez qu'on n'a jamais eu autant de maladies de Parkinson en France, où on a une explosion des Parkinson, et là, les données expérimentales sont claires, il y a un lien entre pesticides et Parkinson. Donc, voilà ce qui nous attend demain, et que savons-nous des conséquences? Alors, pour vous démontrer qu'il ne s'agit pas d'une vue personnelle, hein, de mon équipe, c'est un problème mondial. Vous connaissez le Time. Bon, Time Magazine a publié il y a quelque temps cette photo, et la question posée reprend ce que je ne cesse de vous dire depuis tout à l'heure. Comment les premiers mois de la vie fœtale vont-ils impacter le devenir de l'individu? C'est quand même important, hein. Je dis, cette femme enceinte, il faut la protéger, quoi. C'est pas une... Voilà. The nuisance of fetal origin of adult disease, c'est ce que je cesse de vous développer depuis tout à l'heure. Cette femme enceinte, qui est très belle d'ailleurs, celle-ci, hein, vous trouvez pas, Marie-Odile? Elle est une belle femme enceinte. Eh bien, elle est soumise à une multitude de produits qu'elle inhale, elle est soumise à toute une série de contaminants qu'elle va absorber, elle est soumise à tout ce qu'elle utilise comme cosmétique, j'y reviendrai, et à tous les perturbateurs endocriniens qui se sont accumulés avant la grossesse. Ce sont les pesticides organiques persistants qui sont là dans sa graisse et qui attendent pour être libérés. Donc, cette pauvre femme enceinte, eh bien, elle est agressée de partout, si bien que le fœtus, eh bien, vous voyez, ce fœtus, il va recevoir des pesticides, des formaldéhydes, là, par exemple, là, je touche ça, eh bien, il y a des formaldéhydes, je suis sûr que ma spermatogénèse va diminuer. Donc, heureusement que j'ai suffisamment d'enfants. Les bisphénols A, alors qu'on trouve partout, hein, dans les bouteilles, dans les pots, dans les contenants, dans les films. Les composés perfluorés, qui sont... Là, on vient de publier, enfin pas moi, une équipe américaine montre la grande dangerosité des produits perfluorés. Vous savez, c'est ce qui tapisse les poils dites téphales. Eh bien, on en trouve dans les poils, mais aussi dans les cosmétiques, vous voyez, dans les textiles, dans les peintures. Les parabens, alors avant tout dans les produits, dans les cosmétiques et les produits de beauté, mais on en trouve aussi dans les médicaments et dans les lingettes. Vous savez, les lingettes qu'on utilise aussi bien pour bébés que pour adultes, eh bien, contiennent des parabens.
Et les alkylphénols, là aussi très dangereux, comme l'a montré il y a très longtemps un toxicologue que connaît bien Mario Diel et qui est son idole. Les alkylphénols dans les cosmétiques, dans les détergents, dans les plastiques, dans les lessives, bref. Ce petit fœtus, cet homme en voie de développement, eh bien voilà. Si bien que la réalité, eh bien dans le sang du cordon, vous savez ce que c'est que le sang du cordon? C'est le reflet de toute la vie fœtale. On identifie près de 250 produits chimiques. Donc il naît et il est déjà contaminé. Ce sont des études internationales. Hein. Donc ce fœtus, eh bien, on retrouve près de 300 produits chimiques dans le sang du cordon. Comment voulez-vous que la pathologie chronique n'augmente pas avec le temps? Voilà, ça c'est chez la femme enceinte. Et ce qui avait fait dire à un grand pédiatre, c'était un éditorial. Quand ces données ont été publiées, c'était il y a 10 ans. Vous m'entendez? Il y a 10 ans. Et il avait écrit cet éditorial, comment protéger nos enfants qui ne sont pas encore nés. Vous comprenez la question? Réponse? Rien du tout. Rien n'a été fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, rien n'a... L'éditorial date de 2006, sauf erreur, nous sommes en 2017. Eh bien, on ne protège toujours pas les fœtus. Voilà la réalité. Donc voilà pourquoi, vraiment, je remercie l'équipe de me permettre de partager ces informations. Alors, cette pollution alimentaire, puisqu'il faut focaliser un peu sur la pollution alimentaire, eh bien, première porte d'entrée, l'eau. Eh bien, cette étude vous montre qu'il existe en France, nous sommes solidaires quand même des autres Français, 3 millions d'individus qui boivent une eau contaminée. Et on m'a montré, je peux le dire, je pense, enfin c'est pas contre la mairie, monsieur l'élu, on m'a montré des études dans la région de Narbonne qui montrent que les concentrations en atrazine sont 10 fois supérieures à la limite supérieure tolérable. Donc, je ne parle pas de Narbonne, parce que je ne connais... Mais il y a 3 millions de personnes qui boivent une eau contaminée par les perturbateurs endocriniens. C'est tout de même... Ça vous interpelle, non? Deuxième porte, les pesticides de l'alimentation. Alors, je vous disais qu'on était avec 70 000 tonnes les premiers par rapport à la surface agraire. Juste une information, parce qu'elle m'a été donnée par un père qui cultive des pommiers dans la région de Moguio. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Moguio? C'est à côté de Montpellier. Hein? C'est une zone agricole. J'ai à Moguio la plus grande fréquence de puberté précoce chez la fille. C'est quand même extraordinaire. Il y a un noyau de puberté précoce. Eh bien, le papa, qui est horticulteur, excusez-moi, bref, qui est spécialiste, arboriculteur, merci. Le papa m'a donné l'information combien de traitements sont utilisés sur les pommes. Combien? À Moguio, entre 33 et 38. Et ce pauvre papa m'a donné cette information parce qu'il avait deux garçons. La famille n'était pas consanguine. Vous voyez pourquoi je dis ça? Pas de génétique. Qui avaient des malformations génitales. 2 sur 2. Et il m'a dit, mais j'utilise des pesticides. Je lui ai demandé la liste. Je l'ai, hein. Je l'ai, la liste donnée par l'agriculteur. Entre 33 et 37 passages. Et en plaisantant, parce que de temps en temps, il faut garder un peu d'humour, je lui ai dit, mais je comprends maintenant comment et pourquoi, en offrant une pomme à sa belle-fille, la belle-mère de Blanche-Neige l'a assassinée. Je comprends. Car quand j'étais enfant, je m'interrogeais en me disant, mais comment avec une pomme qui était dans ma jeunesse un fruit extrêmement désirable, hein, la pomme, on croque la pomme, enfin... Eh bien, je comprends maintenant, 50, 60 ans plus tard,
comment et pourquoi cette pauvre Blanche-Neige a été assassinée. Elle a croqué une pomme qui contenait sans doute 40 pesticides. Ça l'a tuée comme le général qui a pris son poison au tribunal de La Haye. En quelques heures, c'est comme la pomme, quoi. Vous prenez 33 pesticides. La prochaine fois, on conseillera aux candidats de prendre des pesticides. Donc voilà, nos cours d'eau et notre eau potable. Vous avez ici c'est une très belle étude, hein, les points noirs des pesticides dans l'eau courante. Hein. Et encore une fois, c'est une étude qui a été validée, c'est pas... Donc, question, que buvons-nous? Alors, je passe sur la composition des pesticides qui ont été identifiés dans les eaux, parce que ça va vous inciter, et finalement, je préfère vous montrer cette dia, qui est là toujours, j'aime bien manipuler en même temps l'humour. Vous voyez, voilà, contamination de l'eau par les pesticides, et le responsable des business des pesticides qui dit, eh bien, il reste encore des zones à conquérir. Je crois que ça se passe de commentaires. J'ajoute, ce qui est aussi interpellant autant que les pesticides, eh bien, il y a quelques études qui ne sont pas encore diffusées, qui montrent que l'eau courante contient des particules de plastique. Et ceci a été fait aux États-Unis, c'est très beau d'ailleurs. Il y a un gimmick, vous savez, ces petits dessins, qui un peu plus d'eau, et l'autre il dit non, merci, j'ai ma dose de plastique de la journée. Où on voit le robinet qui coule avec des petites bulles de plastique. Il n'y a pas d'études en France, il y en a aux États-Unis, ça fait froid dans le dos. Et ceci a été publié encore dans des grandes revues. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Mariette, les billes de plastique dans l'eau courante aux États-Unis, avec des illustrations de... Je crois que c'est le Washington Post qui a publié ça il y a quelques jours, hein, c'est pas vieux. Donc, pesticides, plastique, vous pouvez en redemander. Voilà ce que je donne quand mes patients ou les mamans me demandent, je leur donne cette fiche, qui n'est pas de nous, qui montre la répartition des fruits et des légumes à risque. Il est clair que la pêche et la pomme, vous comprenez pourquoi j'ai choisi, pêche et pomme, ce sont les fruits les plus contaminés, 40 passages de pesticides. Le poivron, mais bon, on ne mange pas quand même un poivron au goûter, non? Enfin, ou alors il faut avoir des goûts particuliers. Le céleri, les fraises, alors là, il y a plusieurs études qui montrent que les fraises, alors je le dis, hein, peu importe si je heurte quelqu'un, les fraises d'origine espagnole contiennent des dizaines de pesticides à des concentrations bien supérieures aux tolérables. Les raisins importés, ça c'est clair. Les carottes, bon, on ne mange pas une carotte comme ça, même les enfants ne mangent pas des carottes. Voilà, et les moins contaminés, alors je vous propose de remplacer la pomme par un oignon. Par un avocat, vous serez très attirant pour le sexe opposé. Si à un goûter, vous prenez un oignon au lieu d'une poire. Mais bon, voilà, les fruits les moins contaminés, mais bon, ceci, on pourra en discuter, on le trouve dans d'autres... J'aime beaucoup ce gimmick, parce que moi j'ai l'habitude de dire, j'ai de jeunes enfants, très jeunes même, et j'ai l'habitude de leur dire, tu ne te lèveras pas sans finir ton repas, c'est mon éducation un peu ancienne. Et bien maintenant, tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ta dose de pesticides. Les perturbateurs endocriniens entraînent une pathologie de plus en plus fréquente, de plus en plus diversifiée. Et c'est là où je suis prodigieusement inquiet. Parce qu'au départ, on se limitait aux anomalies de la différenciation sexuelle, puis on est passé aux anomalies métaboliques, puis aux anomalies cérébrales, puis aux anomalies du métabolisme des glucides, puis de la puberté. Mais au-delà, et je voudrais que vous compreniez, au-delà de ces maladies endocriniennes, c'est toute la pathologie sous-jacente qu'elles véhiculent. Vous comprenez ?
C'est pas parce qu'un enfant a un micro-pénis que la Terre va s'arrêter de tourner. Mais derrière le micro-pénis, il y a quoi? Il y a une atteinte du testicule. Ce testicule a insuffisamment produit d'androgène, la verge est petite, mais ce testicule a été contaminé, altéré. Et donc à l'âge adulte, que va-t-il se passer? Eh bien, étant altéré pendant la vie fœtale, il va entraîner des cancers du testicule. Actuellement, le cancer du testicule de l'homme de 20 ans a vu sa fréquence multipliée par 20 en 20 ans. On a 20 fois plus à 20 ans de cancer du testicule. Ça vous... Bon. Et deuxièmement, la diminution de la spermatogénèse continue. Donc le micropénis, ce n'est pas uniquement un problème esthétique, encore que je ne considère pas que ce soit un problème esthétique, personnellement, hein, mais pour les autres. Ça peut être autre chose aussi, mais bon. Bref, c'est derrière toute une pathologie sous-jacente, et c'est pareil, je vais vous le démontrer, pour les anomalies du développement. Les malformations génitales, vous allez comprendre, bon, voilà la fréquence des malformations. Vous voyez le cancer du testicule? C'est pas une vue personnelle, hein. On a multiplié par 20 en 20 ans le nombre. La cryptorchidie, vous la voyez augmenter, hein? Et l'hypospadias, d'accord? Et en haut à gauche, le nombre de spermatozoïdes qui continue de descendre. Voilà comment est née l'idée d'un lien entre pesticides alimentaires, hein, et malformation. Eh bien, c'est qu'il y a 2 fois plus, il y a 5 fois plus de cryptorchidie dans les pays agricoles, le Danemark versus la Finlande. Vous voyez la différence, hein? Donc, grosse agriculture, gros risque de pesticides. Voilà notre étude où on a fait, donc vous voyez l'équipe que je salue, parce que quand même je ne l'ai pas dit en introduction, le professeur Dorès, qui est notre épidémiologiste, Nicolas Calfa, notre chirurgien avec lequel on fait toute la chirurgie pédiatrique, Françoise Paris, qui prend ma succession dans le département d'endocrinopédiatrique, là, depuis maintenant. Et puis j'ai gardé pour la fin une jeune stagiaire qui est venue à Montpellier il y a 10 ans et qui n'est jamais repartie. Voilà, alors avec elle, on a montré que l'hypospadias, vous le voyez en bas, présentait une fréquence extrêmement élevée. Nous avions ici un taux de micropénis parmi les plus élevés au monde, mais ce que nous avons démontré, c'est ça le message, c'est que ces malformations, on a fait une étude cas témoins, et ces malformations étaient particulièrement fréquentes chez les enfants d'agriculteurs, et 4 fois et demi un risque relatif, un odd ratio, de 4 fois et demi supérieur chez les enfants d'agriculteurs versus les enfants d'individus lambda de la population normale. Donc, attention, si vous vivez dans une zone contaminée, vous avez un risque de développer, votre enfant a un risque de développer une malformation génitale. Nous avons fait ce même travail au Brésil, avec une ancienne élève du service, et on a pu observer une prévalence du micropénis qui était extrêmement élevée chez ces enfants, et dans la même étude cas témoin, on a pu montrer que ceux qui avaient les micropénis, la plus grande fréquence de micropénis, étaient ceux chez lesquels la mère utilisait du DTT, parce qu'on utilise le DTT intramuros à des fins domestiques pour faire fuir les moustiques, les cafards, etc., et dont les parents utilisaient du DTT dans l'agriculture. La double contamination, eh bien, montre que nous avions observé chez ces enfants, quand il y avait une contamination à la fois domestique et professionnelle, 90% de risque d'avoir une malformation. Donc ce n'est pas une preuve, mais c'est un élément quand même assez significatif. Voilà une autre étude, mais je passe,
où on montre que dans le service, on a une cinquantaine d'enfants qui ont des malformations génitales, et vous voyez que là aussi, eh bien, un grand nombre d'entre eux présentent des antécédents de contamination fétale. Le plus gros travail que nous avons réalisé, c'est ce travail qui a été publié dans une revue de très fort impact factor, 14. Donc c'est une revue qui a duré c'est un travail qui a duré 5 ans. On a étudié tous les hypospadias de la région sud, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Et on a voulu savoir s'il existait un lien entre l'hypospadias et la contamination professionnelle ou habitationnelle des familles. Vous me suivez ? On a bien sûr éliminé toutes les causes génétiques. C'est la raison pour laquelle ce travail a pris beaucoup de poids. Et on a pu montrer, je vous donne les résultats, parce que c'est assez beau. Alors on a testé les contaminations par les peintures, par les détergents, par les pesticides, par les cosmétiques et par les hydrocarbures aromatiques. Vous voyez les voies de contamination. Et chez les mères, des situations à risque, coiffeuses, femmes de ménage, laboratoires, esthétique, industrie et agriculture. Eh bien, enfin, on a réalisé un géocodage. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a testé comme site de production de perturbateurs endocriniens des incinérateurs. D'accord ? Et on voit que, eh bien, si l'enfant se situe dans un cercle de moins de 3 km d'un incinérateur, d'accord, la contamination, le risque d'avoir une malformation génitale est 2 fois supérieur, 13,6 versus 6,6. Vous me comprenez? Donc si vous vivez dans les 3... Ça a été validé, je vous le répète, dans une revue de très fort impact factor. Donc là, personne ne peut le contester. Et c'est un peu sur cet argument qu'on a étayé notre rapport au préfet, mais apparemment, il n'a pas lu le rapport, car à moins de 3 km, on fait courir des risques, des dioxines, je crois qu'il y a des problèmes de dioxines, et des phtalates. Voilà. Et si l'on cumule, ça aussi il n'a pas vu, si l'on cumule les facteurs de risque, à la fois environnemental, occupationnel et professionnel, eh bien on a un odds ratio qui est à 11. 11 fois plus d'anomalies génitales, 11 fois plus de maladies du testicule et d'altération du testicule si vous vivez dans une zone contaminée par un incinérateur, dans les 3 km d'un incinérateur, ou, là aussi, c'est dans une zone riche en pesticides. C'est en général. Donc, oui, l'environnement modifie la fonction testiculaire. Alors, c'est important, mais je l'ai déjà dit, ceci nous préoccupe, car à travers l'agression du testicule fœtal, eh bien, on a une réduction de la spermatogénèse à l'âge adulte, des carcinomes in situ et des cancers du testicule, dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Existe-t-il un effet transgénérationnel? Eh bien, avec le docteur Soyer, on a montré il y a une dizaine d'années dans une grande revue qui s'appelait Fertile Stérile, une revue américaine de fertilité. Il y a 8 ans. Eh bien, on a montré que non seulement le distilbène entraînait chez les enfants distilbène une malformation, un hypospadias, mais chez les petits-enfants, une augmentation significative, bien supérieure à celle chez les petits-enfants, bien supérieure à celle des enfants. Il y a donc un effet transgénérationnel décrit chez l'animal que nous avons rapporté chez l'homme à partir du distilbène, modèle d'étude des perturbateurs endocriniens. La croissance, oui, il y a une altération. Je voudrais juste vous dire un mot sur le développement psychomoteur. Une de mes amies qui a récemment été interviewée par Arte là, sur l'émission Pesticides et cerveau, eh bien, a montré que notre cerveau était en danger. Pourquoi ?
parce que de très nombreux pesticides qu'on inhale ou qu'on absorbe par notre alimentation sont capables d'altérer le développement de notre cerveau pendant la vie fœtale. En effet, voilà le nombre d'enfants qui auront un QI inférieur à 80, c'est très préoccupant pour l'avenir. On est en train de préparer des enfants qui auront des QI inférieurs à 80, ce qui est grave, en termes de millions d'enfants. Et vous voyez que ces perturbateurs endocriniens, et c'est là notre préoccupation, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une interprétation personnelle. Vous voyez que les perturbateurs endocriniens, ils agissent sur la TRH, sur la TSH, sur le transport, sur le récepteur des hormones thyroïdiennes. On aurait voulu créer de novo un produit chimique capable d'agir, on aurait été incapable. Et là, pourquoi c'est préoccupant? Parce que je vous signale que notre intelligence, d'accord, elle dépend de quoi? Elle dépend de nos neurones. Et nos neurones, ils se sont différenciés, ils se sont connectés pendant la vie fœtale grâce à une hormone clé, qui est l'hormone thyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes sont décisives pour la migration, la différenciation, l'interconnexion des neurones. Et les perturbateurs endocriniens, en étant des anti-thyroïdiens, eh bien, vont bloquer, vous me suivez? L'intelligence, et voilà pourquoi on va créer des débiles. Vous me direz, il y en avait peut-être déjà, mais on va en augmenter le nombre. Voilà, vous voyez que c'est tellement grave que Barbara a écrit un bouquin, Losing Our Minds, on est en train de perdre notre intelligence. Vous voyez? C'est grave. Dernier message. Bon, l'obésité, j'aurais beaucoup à dire parce qu'on s'y est intéressé. Bref, les perturbateurs endocriniens sont des obésogènes et c'est grave parce qu'ils agissent très tôt pendant la vie fœtale et ils différencient les préadipocytes, ils différencient les cellules souches en cellules adipositaires. Donc, oui, et voilà l'exemple du distilbène. Vous vous rendez compte, le distilbène, est-ce que c'est un bon modèle d'étude des perturbateurs endocriniens? Mais bien sûr. Regardez, quand on les traite au distilbène, je crois qu'il n'y a pas de commentaire, les animaux doublent leur poids. Donc oui, les perturbateurs endocriniens concourent à l'épidémie d'obésité. Alors l'obésité, on peut la considérer sur un plan purement esthétique, mais derrière l'obésité, les endocrino-adultes vous diront qu'il y a un cortège de pathologies, d'accompagnement, et qui vont s'aggraver avec le temps et avec l'âge. Bon, je passe sur les produits de beauté. Alors voilà, vous voyez, c'est un exemple que je voudrais que vous reteniez, parce qu'il est caricatural et que personnellement je le trouve splendide. Il y a une étude américaine qui a dosé les composés des plastiques qui recouvrent, les perfluorés. D'accord? Ils ont dosé ces composés, dont je vous disais qu'ils étaient de profonds perturbateurs endocriniens, chez les femmes enceintes. Ok? Ils ont gardé les tubes. Et 15 ans après, ils ont étudié le devenir des enfants. Vous voyez l'idée géniale? Eh bien, ils ont pu montrer que chez les femmes enceintes qui avaient les taux de perfluorés les plus importants pendant la vie fœtale, eh bien, présentaient des enfants qui, à l'adolescence, ont une obésité énorme. Donc, ceci, c'est très beau comme étude. 15 ans après, les taux de PFOA peuvent prédire l'obésité à l'adolescence. En d'autres termes, ceux qui, comme moi, ont un certain surpoids, eh bien, ne pourront accuser désormais que leur mère. Car, finalement, on n'y peut rien, quoi. Moi, je suis programmé pour... Enfin, quand même pas à ce niveau, j'espère. Mais il y a une programmation fœtale pour développer une pathologie à l'âge adulte, c'est caricatural. Et dernier message, parce que c'est quand même un message où nous avons été les pionniers en France ou dans le monde, c'est l'explosion des pubertés précoces chez la fille en Languedoc-Roussillon. Eh bien, nous avons pu montrer, voilà, dans le service, vous voyez que le nombre de précocités pubertaires a été multiplié par 6 en 20 ans.
Donc les petites filles qui viennent dans le service, avec une glande mammaire importante, une accélération de la taille, que ce soit une puberté centrale ou périphérique, eh bien le nombre a été multiplié par 6. Et moi j'avais déjà l'attention attirée par des zones où on avait par exemple à Moggio, on a le taux de puberté précoce le plus élevé. On s'est dit il y a peut-être un lien entre les pesticides alimentaires et les pubertés précoces. Et là, nous finissons un travail qui va être soumis pour publication dans quelques temps, où nous avons voulu étudier l'environnement, voilà, l'environnement et la profession des parents, et vous voyez que sur un nombre important de pubertés, 72% des petites filles ont dans leurs antécédents une contamination habitationnelle ou professionnelle. Je ne sais pas si vous mesurez, mais c'est énorme d'un point de vue statistique. 2/3 des filles qui vivent entourées de vignobles ou dont les parents ont une activité professionnelle ont un risque de développer. Alors voilà, je veux accélérer, mais vignoble, 29 sur 48. Vous voyez, si vous vivez près d'un vignoble, le pourcentage. Arbres fruitiers, 6, étangs, entretien, c'est femmes de ménage, peinture, esthétique, sienne, golf, industrie chimique. On retrouve puberté précoce périphérique, ben c'est pareil, vignoble 22 sur 36, faut mesurer. Arbres fruitiers 5, étang 2, maraîcher, entretien, propriété, céréales, magasin, piscine, golf. Alors c'est très joli, mais j'ai pas le temps de... Donc 2/3 des filles qui viennent dans le service pour une puberté précoce ont des antécédents de contamination habitationnelle ou professionnelle. C'est énorme. Alors pourquoi je suis inquiet? Parce que derrière la puberté précoce, c'est pas parce qu'elle vient à 8 ans avec... Bon, déjà c'est préoccupant à 8 ans ou à 7 ans quand elle vient avec un développement mammaire. Mais vous me direz, c'est pas la fin du monde. Mais derrière la puberté, ce sont les conséquences de la puberté, des problèmes psychologiques énormes. Deuxièmement, les conséquences médicales. Les filles qui entrent en puberté plus tôt vont développer des conséquences médicales, syndrome métabolique, obésité, maladies cardiovasculaires, c'est quand même inquiétant. Problèmes sociaux, sont des filles qui sont complètement désinsérées et qui sont à risque de délinquance, de violence, d'entrer en sexualité anarchique, chaotique, maladies sexuelles, grossesse, etc. Et enfin, dernier élément, un problème de société. Vous savez que la société s'est emparée de ce phénomène d'entrée en puberté et développe à fond des vêtements, des conditions d'hypersexualisation de la petite fille que j'avais dénoncé en 2004 dans l'IB et qu'on commence un peu à découvrir à travers ces petites filles qui sont des bombes et qu'on voit dans les magazines des grands journaux véhiculer la mode infantile. Donc, un énorme problème derrière les pubertés précoces. Voilà. Alors, j'avais des exemples cliniques, mais malheureusement, j'ai trop parlé. Sachez également que les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer la fonction ovarienne. Et par exemple, les dioxines, ça vous dit quelque chose? Eh bien, atteignent l'ovaire fœtal en détruisant le stock folliculaire. Vous voyez? Donc, au lieu d'avoir les 400 cycles, la femme en aura 200, elle aura ce qu'on appelle une ménopause précoce, vous voyez? Ou alors, elle aura des troubles de la reproduction. Donc, les dioxines altèrent la vie fœtale, il y en a d'autres. La fonction testiculaire, vous le savez, je vous l'ai dit, voilà, vous voyez, hein, c'est pas une vue de l'esprit. La fonction testiculaire, cryptorchidie, hypospadiase, diminution du sperme, cancer. Et les cancers hormonodépendants, on sait maintenant comment et pourquoi le cancer du sein trouve en partie son origine dans la pollution environnementale. Voilà, il y a maintenant les métaux lourds qui sont de nouveaux perturbateurs endocriniens. Je vous l'ai dit, l'uranium, enfin je vais passer, tous les métaux dont on sait, les nanoparticules, j'en ai dit un mot, et voilà la décision de l'Académie américaine de pédiatrie qui a été signée en 2011, et nous sommes en 2018, eh bien 7 ans après, en France, rien n'est fait pour protéger l'enfant, bien que nous nous battons, et je pense que vous l'avez compris, nous nous battons, il faut protéger la femme enceinte. Et en conclusion, je voulais vous dire que j'ai essayé de tracer devant vous
au fond, une image exhaustive mais objective. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour vous informer, pour partager une expérience de 20 ans, pour que vous relayiez cette information dans votre activité, dans votre vie quotidienne, et que demain, eh bien, ensemble, on essaie d'infléchir les décisions, car certains ont parlé de scandale. Pour moi, nous sommes à l'aune d'un véritable scandale sanitaire, et tous les jours apportent son lot de conséquences de la pollution environnementale. Récemment, j'ai vu que les maladies, il y a une très belle revue sur les maladies cardiovasculaires et le rôle des perturbateurs endocriniens dans les maladies cardiovasculaires. Vous savez par exemple qu'il y a toute une hypothèse, plus qu'une hypothèse, ça a été démontré, qu'une des affections les plus invalidantes pour la femme jeune, qui s'appelle l'endométriose, qui est aussi un support à la stérilité, un support à la difficulté de mettre en route des grossesses, eh bien, l'endométriose, dont on ignorait totalement la physiopathe, trouve en partie son origine dans les perturbateurs endocriniens. Donc, je dirais, cette vue relativement générale n'est pas du tout de nature à vous inquiéter, mais simplement à vous sensibiliser sur un problème où la nutrition, et vous l'avez compris, joue un rôle clé. La nutrition joue un rôle clé, et c'est amusant parce qu'un grand médecin a écrit il y a fort longtemps qu'on creusait, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe, vous connaissez? Avec ses dents, exactement. On creuse sa tombe avec ses dents. Eh bien, je crois que là, on creuse sa tombe avec son alimentation polluée en pesticides. Donc, essayez de faire en sorte pour réduire autant que faire se peut cette contamination, pour vous protéger et surtout vous protéger vos enfants et pourquoi pas vos petits-enfants. Donc, je conclurai par ce mot je crois que c'est Jacquard, qui disait « Ne soyons pas pessimistes ni optimistes, soyons simplement réalistes ». Merci.